tous. Je vais donc vous donner les dernières informations concernant les manifestations qui vont se dérouler le 9 novembre prochain, donc samedi qui arrive, devant les médias collabos, parce qu'il n'y a pas d'autre mot à dire. Euh, bon, il y a un petit changement. Je voulais en fait vous lire le mail que j'avais reçu de la préfecture hier soir et la réponse que j'avais formulée, et puis au final, comment ça s'est négocié aujourd'hui en préfecture. Donc, au final, bon, je peux pas vous le dire, mais en gros, le propos était le suivant. Ils sont débordés, ils s'attendent à être complètement débordés pour samedi prochain. Et ils me demandaient si j'acceptais de modifier ce qui était prévu, c'est-à-dire un cortège à partir de TF1, donc jusqu'à la Maison de la Radio en passant par France Télévisions et BFM, pour un statique en fait devant l'un des sites qui était visé. Ce à quoi je leur ai répondu que c'était hors de question, qu'à partir du moment où je déclarais quelque chose et qu'on avait annoncé quelque chose depuis des semaines, j'allais pas modifier ce qui était déclaré et que c'était à eux de demander à leur hiérarchie les moyens nécessaires pour pouvoir assurer le maintien de l'ordre dans toutes leurs opérations, que nous on n'était pas concernés, qu'on payait des impôts justement pour assurer notre droit à la sûreté et ce genre de service de la part de la police nationale. Donc au final, j'ai été à la préfecture aujourd'hui signer la déclaration et bon, j'ai quand même négocié un petit peu pour qu'on arrive à s'entendre sur quelque chose. Donc j'ai raccourci le cortège de telle façon à ce que ce soit moins compliqué pour eux que pouvoir nous suivre sur une certaine distance, parce qu'en fait le problème c'est qu'ils avaient deux ponts à traverser et puis eux ils ont leur spécificité sur la gestion du maintien de l'ordre et puis surtout assurer la circulation. Donc j'aurais dit que ça me posait pas de souci particulier de démarrer à France Télévisions, qui est de toute façon un média public, ce que l'on vise, hein, ce sont d'abord les médias publics que l'on vise. On passera bien par BFM, on va remonter par la rue Ballard pour aller ensuite traverser le pont Mirabeau, remonter l'avenue de Versailles jusqu'à la place Clément Ader, c'est-à-dire celle qui se trouve face à la maison de la radio dans le 16e, le quartier des Bourgeois. Vous savez, c'est là où tous nos amis bourgeois qui votent pour Macron sont situés. Donc, c'est ce qu'on va faire. On va démarrer, on se rassemble à 13h30 devant France Télévisions. Alors, je vais quand même vous donner quelques informations pour ceux qui veulent venir. Vous avez la ligne 10 du métro, ou alors vous avez le tramway, je crois que c'est la ligne T3, ou alors vous avez la ligne C du RER qui vous permet d'arriver jusqu'à France Télévisions. J'ai plus l'arrêt de la ligne du RER, mais je vous laisserai regarder, c'est quand même pas bien compliqué. C'est l'esplanade Henri de France, donc c'est complètement vis-à-vis hein, des fenêtres de France Télévisions. Si certains parmi vous ont jeté un œil à la petite vidéo qui date de 4 ans maintenant, que j'ai balancée sur une précédente opération, hein, c'était l'une des premières qu'on avait faites. Logiquement, vous avez pu constater quelle a été la réaction d'un des directeurs de l'information de France Télévisions. Et logiquement, ça a pu que vous énerver parce que ce type était clairement suffisant, méprisant, même dans son regard, dans son attitude. Et de toute façon, c'est comme ça qu'ils sont à France Télévisions, hein. Ils nous ont aussi fait un doigt d'honneur une fois lorsqu'on était rassemblés sous leurs fenêtres, ça les faisait rire. Ils nous prennent pour des cons, très clairement. Le service public est encore pire que le privé. Je vous parle d'expérience parce qu'au bout de 4 ans que l'on fait ça, qu'on va troller les médias, des journalistes, j'ai discuté avec beaucoup d'entre eux, et je peux vous dire que par exemple le média BFM qui est assez symbolique pour nous, en réalité, c'est eux qui nous envoient le plus souvent des journalistes pour discuter avec nous, pour qu'on comprenne aussi leur point de vue, leurs difficultés. Alors je dis pas que ça les dédouane de leur travail de merde, mais au moins ils avaient ce respect que d'envoyer des gens pour discuter avec nous. La maison de la radio, on a eu que 2 fois des gens qui sont venus discuter sur maintenant plusieurs dizaines de mobilisations qui ont été faites, hein. En 4 années, je peux vous assurer qu'on en a fait au moins quasiment au moins une par mois. Et le service public de l'information, non, ça les intéresse pas de venir à la rencontre des citoyens qui payent des impôts pour qu'on puisse avoir le droit d'être informé correctement et d'avoir le droit à une diversité d'opinions politiques, on va dire, sur les chaînes publiques. Donc France Télévisions, c'est les pires, Radio France, c'est guère mieux. Et c'est pour ça qu'il est très important de se mobiliser devant ces médias.
Alors, je constate avec un certain plaisir que c'est quand même un bruit qui court sur la toile, de se dire il faudrait arrêter d'aller manifester dans les centres-villes pour rien, quoi, faire du tourisme, c'est ce que j'appelle moi du tourisme, et de viser enfin ces foutus médias, puisque c'est eux qui décident de ce qu'on a le droit d'entendre, de quel son de cloche, avec quel son de cloche va être traitée l'information. C'est aussi eux qui, enfin voilà, qui discréditent clairement les gilets jaunes, qui ont fait la campagne de Macron. C'est eux qui l'ont élu, hein, c'est pas nous. Donc, à un moment, il faut être clair. Si on veut reprendre le contrôle de l'information et annoncer aux Français ce que l'on a à dire, il va bien falloir reprendre le contrôle des médias. Je rappelle la stratégie de base, parce que j'ai l'impression que certains la comprennent pas bien. La logique étant d'être le nombre. Et on continuera de déclarer et d'organiser des manifestations. On en organisera une le prochain mois, parce que je m'attends pas encore aux grandes foules, mais jusqu'à ce qu'on soit réellement nombreux, jusqu'à ce qu'on soit plusieurs milliers. Quand on sera plusieurs milliers, et qu'on sera capable de pouvoir dire on déclare tous les jours, hein, parce qu'on sait que tous les jours on pourrait être plusieurs milliers devant la maison de la radio, à ce moment-là, on enverra une délégation voir la direction de la maison de la radio et dire c'est très simple, nous on veut du 24 sur 24, 24 heures sur 24, de temps d'antenne, soit sur France Info, soit sur France Inter, pour constituer notre propre programmation et décider de ce qui va être dit aux Français. Parmi les choses que, à titre personnel, je souhaite absolument faire entendre aux Français, c'est les réquisitions contre Emmanuel Macron, en particulier sur l'affaire Alstom, où cette affaire-là, en fait, il s'est conduit comme un traître, hein. C'est un criminel, Emmanuel Macron, il faut bien l'entendre, c'est un criminel sur bien des affaires, mais sur l'affaire Alstom, c'est de la haute trahison au sens du droit pénal. Vous cherchez l'article 411.3 du Code pénal, hein. J'adresse en particulier ce message à ceux qui travaillent pour Alstom. C'est la livraison de matériel, industrie, moyens militaires à une puissance étrangère, c'est puni de 30 ans de prison. Donc voilà, on ne laisse pas un traître gouverner un pays. Enfin, objectivement, c'est pas normal. Évidemment, il y a d'autres aspects, d'autres affaires sur lesquelles on peut le traîner dans la boue. L'affaire Benalla, la répression absolument folle des Gilets jaunes. On n'a jamais vu ça. Je veux dire, il y a eu des gros mouvements sociaux sous Hollande, sous Mitterrand, sous Jacques Chirac, enfin voilà, à chaque époque, il y a même eu des mouvements sociaux qui rassemblaient le million de personnes. Mais jamais il y avait autant de blessés, jamais il y avait une répression aussi féroce. Le mec, il est complètement barré, il agit réellement comme un tyran. Donc, à un moment, si on veut pouvoir en parler concrètement, dire nos griefs, l'accuser très clairement et appeler les armées à ne plus reconnaître son autorité, parce que c'est ça qui fait qu'un État tient, qu'une oligarchie politique tient ou non. C'est pas le peuple qui va renverser à proprement parler le dictateur en place, ce sont les armées qui sifflent la fin de la partie. Aujourd'hui, là, quand je déclarais la manifestation donc en préfecture, il y avait un monsieur, je regrette de ne pas avoir son nom là tout de suite sous les yeux, avec qui j'ai discuté, enfin, dont j'ai gardé les coordonnées, qui lui vient du Congo. Et puis on discutait un petit peu des difficultés qu'il y a au Congo, de la francophonie, et puis de comment ça se passe, les cercles de résistance sur place. Et puis très clairement, quand on a évoqué la question de l'armée, il a dit, nous en fait, l'armée là-bas, il y a des gens qui sont prêts à servir le peuple, à aller dans son sens, mais il faut que le peuple soit d'abord à l'initiative et qu'il nous appelle, parce que sinon, eux, ils n'ont pas la légitimité pour faire quoi que ce soit, et c'est normal. C'est pareil dans tous les pays. Je rappelle qu'en Tunisie, le peuple s'est soulevé. Au bout d'un moment, l'armée tunisienne a sifflé la fin de la partie. C'est pas le peuple qui a pénétré le palais présidentiel, c'est l'armée tunisienne qui a dit à Ben Ali, maintenant ça suffit, tu dégages. En Algérie, ça a été strictement la même chose. Je rappelle aussi qu'à aucun moment, c'est devenu des régimes militaires, hein. Ce ne sont pas les militaires qui ont pris le pouvoir. Ils se sont contentés de dire, nous ne reconnaissons plus votre autorité, vous n'avez plus le commandement sur nous, nous nous référons à la constitution de chacun de leurs pays, et nous, France, la constitution dit qu'en cas de vacance de la présidence de la République, c'est le président du Sénat qui reprend la main. Alors certains vont me dire, oui, mais le président du Sénat, c'est un oligarque comme les autres. Sauf que si on a réussi à faire chuter un gouvernement et un président de la République, soyons bien clairs, le rapport de force nous est favorable. Le président du Sénat, il ferme sa gueule, il est président par intérim, limite c'est le seul qui s'en sort dignement,
et c'est la seule chose qu'il espérera, c'est continuer de s'en sortir dignement et de ne pas entrer dans le phénomène de purge qui commencera. Donc comprenez bien, il faut faire un appel aux armées dans tous les autoradios de France. Il faut que les Français, les militaires, entendent un appel aux armées à ne plus reconnaître l'autorité d'Emmanuel Macron et il faut le justifier sur le plan du droit pénal. C'est super important, il ne faut pas que ce soit sur des motifs politiques en disant ce type-là nous pourrit, regardez les retraites. Euh, Là, par exemple, on a les syndicats qui se lancent. Encore une fois, j'ai rien contre les syndicalistes en eux-mêmes, j'ai tout contre les syndicats, j'ai tout contre leurs chefs, parce que les représentants syndicaux nous trahissent et nous amènent à vouloir faire grève, non pas pour dire Macron n'est pas légitime à gouverner ce pays, mais pour négocier le poids de nos chaînes sur des questions de retraite. Non mais attendez, j'ai pas envie de négocier le poids de nos chaînes. Je veux dire, on va pas laisser un traître au pouvoir pour se laisser emberlicoter encore sur ce genre de conneries. À un moment, il faut être clair, c'est ce type-là, c'est son gouvernement qui sont en train de nous pourrir. Donc les lois pourries, la casse sociale, les crimes qui ont lieu, tant que ces gens-là seront au pouvoir, ça continuera. Donc tant que les syndicats ne seront pas logiques, qui ne diront pas nous faisons grève générale pour exiger la destitution de Macron, pour moi, il n'y a pas de raison de soutenir ces gens-là et on n'en a pas besoin. Et souvent, d'ailleurs, les syndicalistes qui sont gênés aux entournures parce qu'il y en a, ils sont conscients, ils sont lucides et il n'y a pas de souci, heureusement. Mais certains, malheureusement, n'arrivent pas à admettre que leurs syndicats, que leurs chefs syndicaux, en tout cas leurs représentants syndicaux, font de la merde, disent de la merde, et divisent en plus les Français sur leurs opinions, n'arrivent pas n'admettant pas ça, nous disent oui, mais vous étiez bien content que les syndicats nous obtiennent des droits sociaux particuliers dans les temps anciens. Oui, mais ça, c'est les temps anciens. C'est pas les syndicalistes d'aujourd'hui, c'est pas les syndicats d'aujourd'hui qui nous permettent des conquêtes sociales. Au contraire, ça fait 50 ans qu'on est en train de brader tous nos acquis sociaux. Depuis le Conseil national de la résistance, voilà, je veux dire, à partir du moment en gros où De Gaulle est parti, ça a commencé petit à petit à être détricoté petit à petit. Donc non, arrêtez de nous sortir cette excuse de s'il n'y avait pas eu les syndicats, il n'y aurait pas des conquêtes sociales, vous n'êtes pas responsable de ces progrès sociaux. Vous n'êtes absolument pas responsable de ces progrès sociaux. Nos anciens, oui, et nos anciens, ils étaient capables de dire à un chef d'État, on t'encule et on veut que tu dégages. Hein. Aujourd'hui, vous êtes des sans-couilles. Vous acceptez, là je disais, c'est Solidaire qui a publié un document en disant il y a eu 1,8 milliard de fraude fiscale qui s'est barrée à l'étranger. Ouais, mais parce que vous acceptez d'être dans l'Union européenne. Quand on vous dit qu'il faut sortir de l'Union européenne et l'euro, qui permet l'évasion des capitaux, parce que c'est ces traités de merde qui permettent l'évasion des capitaux, ah non, tout de suite, non, 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 c'est l'Union européenne, faut pas toucher. Ben non, soyez clair, allez jusqu'au bout de votre logique. Au lieu de dénoncer l'évasion fiscale, dénoncez notre attachement à l'Union européenne et l'euro. Donc, vous comprendrez pourquoi je suis fâché avec les institutions, pourquoi je les provoque. C'est pas une provocation vis-à-vis des gens qui sont honnêtes, lucides, qu'ils soient syndicalistes, militants politiques ou peu importe. Les gens qui sont lucides et qui comprennent et qui se disent faut qu'on se fasse corps pour dégager Macron. Je veux dire, c'est mes copains. Peu importe ce qu'ils sont, j'en ai rien à foutre. Donc voilà, c'était, excusez-moi, j'ai fait une assise sur cette question-là, mais parce que ça me gonfle encore de voir ces appels à convergence, mais en même temps, c'est pas eux qui veulent converger vers ce que disent les Gilets jaunes. Les Gilets jaunes, ça fait 1 an qu'ils disent Macron démission. Hein. Et ces gens qui disent oui, il faut qu'on fasse les grands raccordements, qu'on converge entre nous, etc., ils veulent nous amener sur leur petite revendication qui consiste à négocier le poids de nos chaînes. À un moment, il faut être clair. Non. Ça fait 1 an que les Gilets jaunes y sont au turbin, ça fait 1 an que eux peuvent revendiquer, tenter de faire progresser ce pays, déjà en dégageant les félons qui sont au pouvoir, et pour en plus instaurer la démocratie. On va largement au-delà des questions sociales. On est en train de se dire, si on a la démocratie, si on a le référendum d'initiative citoyenne, si on repense la Constitution, de toute façon, les règles sociales et économiques, on pourra les repenser. Donc, comprenez bien que c'est essentiel que vous soyez là. Il faut être devant les médias parce que si on veut parler de toutes ces questions, et croyez bien que j'ai pas l'intention d'être le seul à parler dans les médias, moi la seule chose que j'ai à dire,
c'est la question du réquisitoire d'Emmanuel Macron et l'appel aux armées à ne plus reconnaître son autorité pour reconnaître l'autorité de ce qui doit être le président par intérim, du point de vue de l'article 7 de la Constitution, et à la rigueur, appeler, je dirais, les Français à déjà venir converger avec nous, nous soutenir, nous renforcer, de telle façon à ce que notre résistance soit définitive et qu'on assiège Paris, très clairement. Et c'est tout. Moi, j'ai pas plus à dire. Maintenant, cette délégation, elle permettra à d'autres gens qui ont des choses à dire, les gilets jaunes qui veulent justement profiter enfin des médias pour pouvoir expliquer aux Français ce qu'ils ont sur le cœur, ce qu'ils ont comme envie, comme progrès, et ça sera le moment. C'est fait pour ça. Si on reprend le contrôle de nos médias publics, ce qu'on paye avec nos impôts, enfin, je veux dire, c'est logique. On va pouvoir dire ce qu'on a envie de dire aux Français. Et le but du jeu, pourquoi je parle des médias publics, et en particulier de France Info et Radio, enfin, du groupe Radio France, parce qu'il faut absolument être entendu dans tous les autoradios de France. Les gens qui travaillent, qui sont des artisans, qui vont bosser, ou tout simplement qui vont bosser à leur bureau. Le matin, c'est très con, mais on met machinalement l'autoradio en route et puis on écoute les informations. Sauf que là, pour une fois, France Info, tiens, tout d'un coup, c'est les gilets jaunes qui sont en train de parler. Ça fera un peu bizarre. Et puis en plus, on les entend appeler à la destitution de Macron, on les entend appeler les armées à venir nous protéger des violences policières et en même temps foutre en l'air Macron. Enfin, je veux dire, ce serait une crise politique absolument énorme que l'on déclencherait. Donc plutôt qu'aller faire encore une fois, du tourisme chimique dans les centres-villes où il n'y a aucun spot stratégique, hein, en plus c'est des cortèges où on s'arrête nulle part. C'est même pas là ce qu'on va faire, nous, devant les médias, on va prendre le temps de s'arrêter devant les médias. Devant BFM, on va faire une pause d'une demi-heure pour se faire entendre. On va pas passer devant et salut. Non, non, on s'arrête une demi-heure, faut qu'ils nous entendent, faut qu'on gueule un peu devant, faut qu'ils soient bien sûrs qu'on est là. On va demander, on va envoyer une délégation pour dire, mais envoyez-nous un journaliste, on n'est pas des sauvages, on veut discuter simplement. Ça va être pareil devant la maison de la radio, ça va être pareil devant le groupe France Télévisions. Donc on s'arrête, on assiège. Et lorsqu'on sera le nombre, moi j'estimerais que tous les jours on est capable de mobiliser plusieurs milliers de personnes devant ces foutus médias collabos, c'est tous les jours que je déclarerai la même manif devant ces médias, de telle façon à ce que le siège soit continu, soit permanent, et je vous assure qu'en une semaine, ça va craquer, parce qu'il faut bien comprendre que les journalistes, les directeurs d'antenne, etc., auront le trouillomètre à 200. Ils auront la trouille. Je veux dire, quand il y a un journaliste qui va aller fumer sa clope en bas, boire son petit café pour faire sa pause, et qui voit des milliers de paires d'yeux qui le regardent de façon très hostile, parce que ça fait déjà 2-3 jours qu'on attend d'avoir obtenu quelque chose, parce que les négociateurs, c'est tous les jours qu'ils reviennent à la charge, ils vont se sentir mal, quoi. Ils vont se dire, oh, ça, à un moment, ils vont craquer, ils vont péter un plomb, on ne sait pas ce qui va nous arriver, ça va peut-être devenir réellement violent. Le but, c'est de leur faire peur, hein. De la même façon que j'appelle à ce qu'on prenne le Parlement. À un moment ou à un autre, il va bien falloir aller troller ce putain de Parlement et foutre la trouille à nos parlementaires. Je veux dire, pour destituer Macron, il n'y a pas de 36 000 voix, hein. Soit ce sont nos parlementaires qui sont mis sous pression et qui ont peur et qui font saisine de l'article 68 pour le destituer, mais ça, ils vont pas le faire d'eux-mêmes, il faut qu'on leur foute une pression. Soit c'est les armées qui ne reconnaissent plus l'autorité du président en exercice. Et pour moi, Emmanuel Macron n'est pas un président. Mais enfin, c'est deux seules solutions. Nous, on ne peut faire que pression, et encore, dans notre façon de faire, on doit être absolument rigoureux et discipliné, justement, on n'est pas des sauvages. Si on arrive comme des sauvages, qu'on casse tout, qu'on fait n'importe quoi, on n'aura aucune légitimité. Les Français se diront, c'est qui ces fous furieux, ils nous font peur, on n'a pas envie d'être représenté par ces cinglés-là. Au contraire, on doit justement dire, nous on respecte les lois. Ceux qui ne les respectent pas, c'est ceux qui sont au lieu. Nous on est des vrais citoyens, on a un esprit civique, on déclare nos manifs, on ne fait pas de débordement, on respecte nos horaires, on n'est pas là pour tout casser. On est là justement pour être des vrais citoyens qui sont respectueux des lois, contrairement à ceux qui sont au-dessus. Je peux vous assurer que d'ailleurs à la préfecture, c'est ce que je leur ai dit, hein. J'aurais dit là vous êtes fatigués, vous manquez d'effectifs. J'arrête pas de vous dire depuis des années que si vous voulez être tranquille, et c'est ce que m'avait dit d'ailleurs un CRS, hein, s'il y avait la démocratie dans ce pays, il y aurait moins de manifs. Enfin, je veux dire, si même un CRS le conçoit,
Il me semble que les autorités de la préfecture peuvent le comprendre. J'aurais dit, c'est un mec, c'est un traître. J'aurais envoyé d'ailleurs mon essai, j'aurais dit, lisez-le. Vous avez tout le réquisitoire d'Emmanuel Macron sur le plan du droit pénal, vous avez des procédures pour vous n'êtes pas, peut-être pas des juristes, peut-être pas des magistrats, mais vous avez la capacité de lancer des procédures. Donc faites quelque chose. Vous en avez marre de vous coltiner les gilets jaunes, vous êtes fatigué, on comprend. On sait très bien que vous n'êtes pas tous des salauds, qu'il y en a qui obéissent à des ordres qui malheureusement sont illégaux, et ça enfin, voilà, nous, clairement ces gens-là qui ont bolossé des gilets jaunes, qui ont crevé des yeux, il faudra qu'ils soient poursuivis, parce qu'à un moment il faut être clair, hein, l'institution ne peut pas retrouver une once de légitimité aux yeux du peuple si elle ne s'expurge pas de ses plus mauvais éléments. Mais paradoxalement, c'est aussi à eux de faire un effort. Et le régalien, on en a besoin. Donc c'est dans cette démarche que moi je vous appelle à venir nous rejoindre. C'est quelque chose de profondément civique, qui est raisonné, qui n'est pas débile. On n'est pas là à se dire on veut tout casser, on fait nos ados boutonneux qui se prennent pour des rebelles en faisant n'importe quoi. C'est pas ça l'état d'esprit. Je veux dire, ça amuse personne à la base d'être dans la rue, de se coltiner dans le froid des manifs. Je veux dire, c'est pas forcément génial, hein. Enfin, c'est agréable de pouvoir discuter avec des tas de gens qu'on va retrouver. Enfin, on se passerait bien de faire ça. On se passerait bien de dépenser notre argent, notre énergie pour pouvoir faire ça. On préférait que les choses avancent dans le bon sens. Donc, à un moment, si on veut réussir à aller au bout de ce truc-là, il faut que pendant une bonne semaine d'affilée, tous les jours, on soit devant ces putains de médias, à squatter le Parlement aussi, et c'est là qu'on va gagner. Il faut être plusieurs milliers, c'est clair, hein, je dis pas forcément des millions, mais au moins quelques milliers, à être déterminés, à être là tous les jours, être aussi des gens, encore une fois, forts civiques, qui font attention, on n'est pas des voyous, pour que justement on n'ait rien à nous reprocher, que les gens que l'on veut évincer, hein, toute cette purge que l'on veut faire dans toutes les institutions, que eux se retrouvent comme des cons parce qu'ils ne peuvent pas nous attaquer. Parce que nous, justement, on est des vrais citoyens. Voilà donc, je vais pas insister, vous savez donc le cortège, départ 13h30 devant France Télévisions, on finira à la Maison de la Radio, on passera par BFM, ce sera pas très long comme cortège, donc on prendra un petit peu le... C'est surtout devant la Maison de la Radio qu'on va prendre le temps de se positionner. À partir de là, il me semble que je peux répondre à vos questions, donc allez-y. Alors Robert me demande, et comment faire pour les CRL? Ils auront des ordres inédits? Mais non, justement, on déclare. Et ils me connaissent, ça fait 4 ans hein, que j'en organise. Ils me connaissent très très bien. Moi, enfin, je veux dire, quand on va voir, on discute limite le bout de gras. Il n'y a eu aucun moment, dans toutes les manifs qu'on a organisées, même quand on était quelques milliers, même quand Éric Drouet avait été assez stupide pour partager l'information sans décrire c'était quoi l'itinéraire, c'était quoi le plan de la journée, ça avait été un peu le bordel, on était quelques milliers. Et pourtant, ça s'est bien passé. Ça s'est très bien passé. Pourquoi? Parce que la personne qui déclare, ils la connaissent, c'est moi. Ils savent que je suis hyper intransigeant, que je suis chiant avec eux, hein, que je suis toujours en train de coller le commissaire qui en est en lien avec la préfecture pour m'assurer que tout aille bien. Donc ça peut arriver qu'on soit bloqué, par exemple, ils nous arrêtent parce il y a deux, trois agités quelque part en bout de cortège qui font n'importe quoi et le temps qui les calme ou qui règle le problème, ou par exemple on est près d'une voie de tramway, il y a des gens sur la voie de tramway qui comprennent pas qu'il faut sortir de la voie de tramway, bon bah pendant ce temps-là on est bloqué, parce que sur les caméras, la préfecture, ils disent tant que ça c'est pas réglé, on vous laisse pas avancer. Nous on est en train, dans ces cas-là, des gens comme moi viennent négocier, font en sorte qu'on puisse repartir, et c'est compliqué, c'est très chaud à gérer hein, quand on fait ça. Mais ça s'est jamais mal passé. Il n'y a jamais eu un tir de flashball, il n'y a jamais eu une gazeuse de sortie, il n'y a jamais eu de problème chaque fois qu'on a organisé ça, même quand il y avait du monde. Pourquoi? Parce qu'ils me connaissent et parce qu'ils savent que je suis chiant là-dessus et que je veux que ça se passe bien. Donc arrêtez de craindre ça. Il faut vraiment arrêter avec ça. Si on est réglo, si on est sérieux, si on est si on fait preuve d'un peu d'autodiscipline et qu'on se conduit comme des adultes, tout simplement, c'est pas plus compliqué que ça, hein, se conduire comme des adultes, ça marche très bien. Merci beaucoup pour Régine. Est-ce que vous avez d'autres questions? Allez-y, hein, comme je suis un peu fatigué, je traînerai pas trop. Et puis en plus, comme je vous le disais, il y a ma petite nièce qui dort à côté, donc je peux pas non plus trop traîner.
Mais profitez-en. Si vous avez des questions sur la journée du 9, c'est le moment ou jamais, ou sur d'autres sujets aussi. Euh, Bah, écoutez, vous n'avez pas l'air d'être très prolixe en question, donc je vais pas forcément rester très longtemps si ça fuse pas. Je pense que j'ai été clair, il me semble, sur les informations données. Salut Charles Martel. Bon bah écoutez, je vois pas de questions apparaître, donc je pense que j'ai tout dit. Ah oui, alors, Kevin me demande qu'est-ce que je fais des Black Blocs. Eh ben en fait c'est simple, ils sont pas les bienvenus. C'est aussi bête que ça. Les Black Blocs ne sont pas les bienvenus. Alors, je vais préciser aussi ma pensée parce que combien de fois je me suis laissé entendre dire que j'étais con, que je comprenais pas la logique, etc. Moi, le jour où les Black Blocs ils entreront dans notre logique, qui se diront, ok, il y a une semaine de pression au moins à faire, en étant calme, en n'étant pas agressif avec les flics, en les provoquant surtout pas, parce que le but du jeu, c'est de sécuriser les gens. Moi, mon premier souci, c'est la sécurité des personnes qui sont là. Je veux pas un œil crevé dans les manifs que j'organise. C'est super important. Et la moindre provocation d'un petit con cagoulé vers un flic, ça peut générer une réponse ultra violente, et c'est pas forcément le petit con qui va se manger le flashball à la gueule, ça peut être la mamie qui est à côté de lui. Donc eux sont irresponsables. Donc tant que ces gens-là ne sont pas capables d'être responsables, tout simplement, d'avoir une volonté de protéger par prévention, hein, d'abord préventivement, les gens qui sont à côté d'eux, c'est hors de question qu'ils viennent s'associer à nous. Maintenant, si ces gens comprenaient exactement notre logique de travail, notre façon de faire, moi je dirais je serais content qu'ils soient là parce que je pourrais me dire, voilà, on est en train de négocier, ils savent que pendant une semaine, c'est le temps à peu près qu'on s'accorde pour négocier avec les médias pour obtenir ce qu'on a envie d'obtenir, et que malheureusement, si au bout d'un certain temps, on estime que les négociations sont terminées parce qu'on n'obtient rien, bah oui, il faudrait peut-être un bon petit coup de force dans ce cas-là. Et évidemment, les gens qui sont prêts à donner un peu d'eux-mêmes, qui n'ont pas peur, qui sont courageux, c'est très utile. Mais la violence qui n'est pas codifiée, la violence qui est bête et stupide, les provocations, non, ça c'est juste c'est le travail de sable des contre-révolutionnaires. Donc je n'ai rien fondamentalement contre les gens qui sont vénères et qui sont prêts à être courageux, hein, qui sont prêts à donner de la force, à utiliser une part de violence pour qu'on s'en sorte. Mais s'ils ne sont pas capables de codifier leur violence, d'accepter qu'elle ne se joue que sur consigne et quand ça a été décidé après un certain temps et en fonction d'un certain nombre de paramètres, non. Non, moi c'est juste, je veux pas que des gens rentrent avec des yeux crevés parce qu'il y a deux, trois crétins qui ont provoqué des flics. C'est aussi clair que ça. Régine me redemande l'heure et le lieu, donc je reprécise, 13h30 devant France Télévisions, Esplanade Henri de France. Donc c'est le RERC hein, qui sera le plus proche, ou la ligne T3. C'est au sud de Paris, de toute façon on va passer par les quartiers bourgeois, là on va être. Donc 13h30 devant France Télévisions. La résistance est calme et organisée, dit Marie, je suis d'accord avec toi, il faut avoir du sang-froid. Kevin, merci pour ta réponse. Oui, mais après, c'est les gilets jaunes qui vont prendre, si au cas qu'ils viennent faire n'importe quoi. Non, mais des gilets jaunes, ça fait longtemps qu'il y a des gilets jaunes qui viennent avec nous. Là, il va y avoir les gilets jaunes constituants qui seront avec nous. Ok, ça, c'est des vrais groupes déterminés qui sont très très bons. Il y aura Wilson qui sera avec nous et puis tous les camarades. C'est des copains en plus depuis plusieurs années. On se connaissait bien avant les gilets jaunes. Et ça, c'est des mecs qui comprennent le principe d'aller faire de l'opérationnel sur des spots stratégiques. C'est des gens qui raisonnent logiquement et qui en même temps comprennent très bien qu'il faut avoir une certaine autodiscipline dans ce que l'on fait, parce que le but du jeu, c'est encore une fois, c'est pas d'avoir des blessés. Ça sert à rien d'avoir des blessés. Ça démoralise les gens. Vous voyez bien que plus il y a eu des violences, moins il y a eu de gilets jaunes, tout simplement parce que les gens avaient la trouille. Ils se disaient ça sert à rien, on n'avance pas, par contre on se fait bolosser la gueule, ça n'a aucun intérêt. Donc non, il faut penser à ce genre de détails. Donc les gilets jaunes qui viendront, puis enfin, pour moi, gilets jaunes, on est citoyen, hein. Moi j'arrive en tant que citoyen, c'est plus une question d'avoir un gilet jaune ou pas. Ils seront justement protégés au mieux préventivement. Il y aura 80% de chances pour que ça se passe bien, simplement parce que justement, en amont, on fait tout pour que ça se passe bien. Jérémy me demande de combien de personnes je pense rassembler. Bah, ça dépend de vous en fait, parce que c'est vos partages et puis votre volonté de venir qui fait tout.
Moi, je veux dire, ma visibilité, c'est pas celle d'un Eric Drouet ou d'un Flyrider ou de gens comme ça. Donc, il faut être clair, hein. Ma visibilité, c'est que dalle. C'est vraiment peanuts. Et il faut bien comprendre que sur 1000 personnes qui sont informées, c'est 3 qui viennent, hein. C'est la statistique MACRAP, c'est toujours 3 pour 1000 qui viennent à un événement, et peu importe de quel événement on parle. Donc plus vous partagez l'information, plus vous assurez qu'elle est connue du plus grand nombre, plus on a de chances d'être nombreux. Donc je ne sais pas combien on sera, mais que ce soit quelques dizaines, quelques centaines ou quelques milliers, pour moi c'est le même travail, parce que de toute façon, on continuera jusqu'à ce qu'on soit les milliers. Ça sera pas. Alors Kevin me demande si la visite du Parlement est programmée, pas pour ce coup-ci, puisque du coup là on fait les médias. Mais si ça vous tente, si vous le voulez, la prochaine que j'organiserai, on fera médias et Parlement. C'est pas un problème pour moi d'organiser ça. C'est à vous aussi quelque part de définir les spots stratégiques. Mais attention, il n'y en a pas 36 000, hein. Moi je vais pas aller. Je vais pas. Enfin, faut être clair. Les centres de pouvoir, c'est ce qui nous intéresse. Et il n'y en a pas 36 000 en France. Il y a le Parlement, il y a les médias. Et il y a les régiments militaires, mais ça se joue un peu différemment, on va dire, parce que les régiments, on n'est pas là pour leur mettre la pression, on est là pour les influencer de façon plus subtile. Euh, Qu'est-ce qu'il y a comme... j'ai partagé un maximum vers mes amis, dit Mickaël, bah, c'est très bien, c'est ce qu'il faut faire. Je vous invite vraiment à partager, hein. Je suis désolé, c'est pas génial comme format, mais je fais de mon mieux, quoi. Je suis pas un communicant. Vous avez d'autres questions? Kevin dit que le Parlement nous appartient, je suis bien d'accord, donc c'est pour ça qu'il faudra le reprendre. Et puis de toute façon, si vous voulez foutre la trouille aux parlementaires, il n'y a pas 36 000 façons, hein, il faut être là où ils bossent. Enfin, où ils bossent, où ils dorment, enfin où ils se comportent comme des toutous. Mais c'est là où il faut être. Cyril me dit, salut Sylvain, il serait bon de faire parvenir l'info des invalides comme point de repli sûr. Non, il n'y a pas de point de repli sûr. Le point de repli, il n'y a pas de point de repli. En fait, on va finir à la maison de la radio. Et les invalides, qu'est-ce qu'il y a? Dis-moi, qu'est-ce qu'il y a de stratégique aux invalides? Qu'est-ce qu'il y a aux invalides comme bâtiment officiel de pouvoir? Si tu me dis ce qu'il y a comme point stratégique, ça m'intéresse. Mais s'il n'y a rien, Kevin, le Parlement, c'est nous, leur salaire, c'est nous, ben, on est d'accord. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bon, je vois il y en a pas spécialement. Je pense que merci beaucoup Joël pour le partage depuis la Belgique. Merci beaucoup François aussi. Alors Pascal me dit, tu sais très bien que pacifiquement on n'obtiendra rien. Alors ça aussi, le pacifisme. Je suis pas un pacifique. Tu me files un fusil entre les mains, tu me mets Macron en face de moi. Honnêtement, la dernière chose qui va me retenir, c'est de me dire je veux pas en faire un martyr. Parce que ces têtes de con de médias seraient capables d'en faire un martyr si je butais. Mais moi personnellement, ça me poserait aucun problème moral de lui balancer une bastos dans la tête. Très clairement. Je suis absolument pas pacifiste. Je suis logique, je suis cohérent. Le rapport de force n'est pas en faveur de ceux qui sont désarmés. Une population civile qui n'est pas en armes face à des gens qui sont lourdement équipés pour gérer du maintien de l'ordre et qui ont des pétards dans les mains, je veux dire, ton pacifisme, ce que tu appelles le pacifisme, c'est juste la stratégie la plus logique. C'est pas une question d'être pacifique, c'est une question de pouvoir instituer un rapport de force en jouant d'un certain zèle procédurier et quelque part en prenant à leur propre piège ce système, parce que la France doit avoir les apparences de la démocratie. C'est pas une question d'être pacifique, c'est une question d'être cohérent. C'est juste une question d'être cohérent. Et pense encore une fois aux gens qui sont dans le cortège, qui sont des petites mamies, qui peuvent être des femmes, des enfants, et qu'il ne faut pas blesser. Comet me demande si ça serait intéressant d'aller devant le Grand Orient de France. Donc là, elle évoque la question de la franc-maçonnerie. À titre personnel, en fait, je pense que c'est pas stratégique. Pour une raison toute simple, c'est que même si c'est un lobby d'influence, ça n'est pas, ils sont pas au pouvoir à proprement parler. Ils n'ont pas le pouvoir exécutif entre les mains. Ce ne sont pas des parlementaires, ce ne sont pas des magistrats, ce ne sont pas des militaires, ce ne sont pas des institutionnels. Ça c'est la première chose. Deux, qu'est-ce que diront les journalistes si on va assiéger le Grand Orient de France? Nous sommes des
Allez, dites-le. Je suis sûr qu'il y en a quelques-uns qui vont pas pouvoir s'empêcher de le dire parce qu'ils connaissent très bien la chanson. Nous sommes des complotistes. Voilà. Donc, si on commence à taper sur franc-maçonnerie et puis tout ce qui est question de Illuminati, les sionistes, etc., je dis pas que ces problèmes n'existent pas. Bien au contraire, il faudra même en parler une bonne fois pour toutes. Mais ce ne sont que des lobbies d'influence qui n'ont pas plus d'influence d'ailleurs que des sphères d'intérêt étrangers ou financiers. Donc à un moment, il faut être clair, on met de côté ces questions un peu ésotériques et on se rattache au concret, ce qui est les gens qui ont réellement le pouvoir. Euh, Robert, comment faire pour relayer dans les groupes Gilets jaunes? Ça permettrait d'avoir de la visibilité. En fait, c'est tout bêtement sur tous les groupes des Gilets jaunes. Mais la difficulté, c'est que là, l'autre jour, j'avais au téléphone Philippe Pasco, qui soutient depuis longtemps, qui a été avec nous plusieurs fois. Bon, là, il ne pourra pas être là parce qu'il est bloqué sur autre chose. Mais on parlait un petit peu des fameuses figures médiatiques des Gilets jaunes. C'est eux qui ont la visibilité, c'est eux qui devraient profiter de cette visibilité que l'on a accordé les médias, hein, qu'ils ont aujourd'hui aussi sur les réseaux sociaux, pour dire, bah, on va peut-être faire un petit peu d'opérationnel, faire confiance à des gens qui organisent des trucs un peu stratégiques et jouer de notre visibilité pour que ces opérations puissent fonctionner, puisque nous, on atteint des milliers et des milliers de personnes. Ils le font pas. Non, eux, je veux pas leur faire de procès d'intention parce que, enfin, voilà, ça m'intéresse pas. Je dis simplement que ces gens-là ne nous aident pas. Et Philippe Pasco, enfin voilà, il s'est fait insulter d'extrême droite par la bande à Maxime Nicole qui fait son trou maintenant dans un média internet qui a été fondé par Aude Lancelin, mais après qu'elle soit partie du média. Aude Lancelin, il faut savoir que c'est l'épouse de Frédéric Lordon, qui lui-même, lorsqu'il y avait à l'époque Nuit debout, disait qu'il faut faire la chasse à l'infiltration aux supposés gens d'extrême droite. Donc moi, par exemple, je me faisais emmerder par les talibans Tifa qui étaient à Nuit debout, parce que il y avait ce genre de conneries qui avait pu être dites par Philippe, le mari d'Aude Lancelin, et ce sont des idéologues. Je veux dire, ils n'ont jamais discuté avec des gens comme moi qu'ils accusent d'être d'extrême droite ou conspi ou confusionnistes, etc. Ils ne s'intéressent pas à discuter avec nous pour vérifier le vrai du faux. Il y a juste des petits cons qui s'amusent anonymement à nous cracher dessus, à nous diffamer sur Internet, et ils leur accordent toute leur attention, mais par contre, ils ne viennent pas discuter avec nous pour savoir ce qui est vrai. Donc, je veux dire, le problème avec ces gens-là, ça marche pas parce que tant qu'on a des idéologues de leur côté, et puis qu'en plus on a voilà, des figures médiatiques qui veulent lisser leur image, être du côté des gentils, etc. Et ils vont se rapprocher de ces gens-là, et puis du coup, voilà, maintenant, on ne peut pas travailler. Des gens qui, ça fait des années qu'ils bossent, je veux dire par exemple Philippe Pasco, lui, s'il était ministre de la Justice, la purge, ça irait très vite. Il a écrit 4 bouquins pour décrire toutes les formes de corruption de tous les parlementaires, de toutes les façons dont les politiques nous pourrissent. Lui, il a les dossiers. Lui, il pourrait mettre à l'amende les magistrats et dire vous allez tous me les poursuivre. Voilà. Un mec comme ça, c'est un trésor. Je veux dire, il a fait le taf. Clairement, il a fait le taf. Alors, se faire insulter d'extrême droite par des petits cons qui n'ont aucune expérience militante, qui n'ont jamais écrit un bouquin, qui n'ont jamais fait de travail d'enquête, qu'est-ce que vous voulez faire confiance à des gens comme ça, quoi? Enfin, à un moment, faut être clair, faut choisissons nos camps, camarades, hein. Allons vers les gens qui, eux, ont fait le taf, qui peuvent réellement nous aider. Alors, je vais voir un petit peu vos commentaires parce qu'ils défilent plus. Euh, Alors, j'essaie de voir s'il y a des questions qui apparaissent parce qu'il y a plus de commentaires que de questions. Ah, Marivonne, pensez-vous que l'armée sera un jour du côté des manifestants? Car pour le moment, rien ne se passe et concernant. Bah oui, parce qu'on ne les appelle pas. Ils nous entendent pas. Je veux dire, à quel moment ils ont entendu un appel des Gilets jaunes? Ah oui, on a été, nous, avec d'ailleurs les Gilets jaunes constituants aussi l'ont fait, on a été les seuls à avoir été devant des régiments pour dire ben, soutenez-nous, on est en train de se faire bolosser la gueule, protégez-nous d'une flicaille qui fait n'importe quoi, et puis virez Macron, faites quelque chose. Mais pour ça, il faut qu'on soit le nombre et qu'on n'ait pas peur de les appeler. Alors le problème justement avec les idéologues, c'est dès qu'on leur dit qu'il faut saisir l'institution militaire, parce que c'est comme ça que se terminent toutes les révolutions, c'est quand les armées se mettent de notre côté,
Ah non, faut surtout pas, l'armée, c'est des trucs de fachos, ça va tout de suite nous amener à un régime militaire ou un truc comme ça. Ils sont complètement cons. Ils veulent même pas écouter ce qu'on a à leur expliquer sur les processus révolutionnaires. Ils ont rien étudié de tout ça, ils s'y intéressent pas, ils ne comprennent pas, ils veulent pas raisonner à froid, ils ont pas de logique. Donc l'armée, je pense qu'elle sera de notre côté tout simplement parce que si un jour c'est vraiment le bordel, qu'on est vraiment nombreux, qui a besoin, que Macron se dit ma dernière carte c'est de faire intervenir l'armée, enfin, je veux dire, un seul ordre de tir qui est donné à l'armée contre le peuple, ils sont pas fous les mecs, hein. Ils sont pas fous, ils vont pas tirer sur leurs frères, leurs sœurs, leurs enfants, leurs parents, leur grand-mère, enfin voilà, ils savent que leur devoir de protection, c'est le code du soldat qui le dit bien, c'est de protéger le peuple, c'est pas de lui tirer dessus. Donc de toute façon, c'est un cas de conscience qu'on leur donnerait. Maintenant, il faut aussi qu'on les influence, qu'on les appelle, qu'on dise, qu'on les appelle au secours, très clairement. Alors ensuite, qu'est-ce qu'il peut y avoir comme question? Je regarde rapidement. Jérémy dit, bah voilà, moi j'habite Saint-Denis, et au municipal, c'est Benalla qui se présente. Vous voyez la République bananière dans laquelle on est? Je veux dire, Benalla, c'est une espèce de petit racaille, c'est le petit protégé de Macron. Au lieu de faire profil bas, non, non, Macron l'envoie en détachement pour se racheter une bonne conscience morale en disant, vous voyez, parce qu'il sait très bien que les racailles vont dire, ah Benalla, c'est trop un tueur, etc. Il sait très bien comment fonctionnent les racailles et qu'il peut obtenir des voix avec un Benalla dans Saint-Denis. C'est une façon de se légitimer, hein, de se racheter une virginité avec cette affaire. C'est vraiment enfin, c'est complètement à l'envers. Léon, gilet jaune, citoyen, si vous cassez du sucre sur les gilets jaunes, ne demandez pas leur aide. Non mais je suis un gilet jaune, je casse pas du sucre sur les gilets jaunes. Je casse pas du sucre sur le gilet jaune. Si ce que tu appelles gilet jaune, c'est les figures des gilets jaunes, bah ouais, excuse-moi, mais enfin, j'ai pas envie de leur cracher dessus, mais j'ai pas non plus envie de considérer que ces gens-là nous représentent. Je veux dire, de toute façon, tu vas sur les ronds-points, moi je viens des campagnes, hein. Donc j'ai commencé en région bordelaise, j'ai continué dans l'Inde. Les mecs, c'est pas des Parisiens. Sur les ronds-points, je t'assure qu'ils en ont rien à foutre de ces figures médiatiques des Gilets jaunes. Et puis quand tu leur dis faut virer Macron, il n'y a pas de souci, ils comprennent. Quand tu leur dis faut qu'on soit un peu plus stratégique et opérationnel, ils comprennent. Hein, c'est des gens qui ont du bon sens. Donc voilà. Et puis pareil, les idéologues gauchistes, ça pour eux c'est du parisianisme, c'est de la petite bourgeoisie. Donc c'est pour ça que je sais pas ce que tu appelles casser du sucre sur les gilets jaunes. Je crois pas casser du sucre sur les gilets jaunes. Les gilets jaunes qui me connaissent savent que voilà, je suis comme eux quoi. Dominique Michel, pourquoi Mani fait pas demander à prendre l'antenne sur un 20h? Bah, je suis pas contre quand de toute façon, si on est nombreux devant France Télévisions, on le fera. Mais enfin, moi je vous dis, c'est d'abord les autoradios qu'il faut viser. Maintenant, si on peut avoir un 20h, pourquoi pas. La difficulté avec un 20h, vous savez, enfin avec la télévision, c'est que c'est moins facile de pouvoir demander du 24 heures sur 24, en tout cas négocier sur cette base de départ, pour pouvoir réinformer la population française, contrairement à la radio où il y a plus de souplesse et de latitude pour obtenir ça. Donc quelque part, je trouve que aller s'exprimer à 20 heures, c'est bien, mais à une condition, c'est qu'il puisse y avoir d'autres personnalités qui puissent venir s'exprimer en notre nom aux 20 heures tous les jours. Et ça, quelque part, bah, ça dépend pas de moi, ça dépend aussi de qui vous voulez voir nous représenter. Parce que ça aussi, c'est une autre difficulté. Il y a beaucoup de gens qui disent qu'il faut être dans l'horizontalité, pas de chef, gna gna gna, etc. Mais il nous faut en fait des représentants. Parce que si on veut discuter avec les ambassades étrangères, avec l'armée, avec des institutionnels de toute façon, ils vont nous dire d'accord, mais c'est qui votre porte-parole? Il nous faut bien, on va pas discuter avec des milliers de personnes, hein. On pourra discuter qu'avec deux ou trois personnes maxi, mais enfin, faut être logique. Il nous faut une représentation. Donc, à partir de là, ça veut dire que nous, on doit plébisciter, pardon, des gens par le bas pour, par exemple, justement le 20h, pour parler en notre nom de certaines choses qui nous intéressent. Hop, alors Kevin, de toute façon, les migrants arrivent bientôt, les Français ne pourront même plus travailler, qu'ils font le travail. Ouais, bon, ça c'est le sujet polémique, je ne vais pas entrer dedans, je le fais déjà bien assez. Walter dit Luper se présente à Saint-Denis. Bah tiens, Luper, est-ce que ça fait. J'ai envoyé un mail à Asselineau, hein, je lui ai dit vous êtes censuré. Ça fait des années que chaque fois que j'organise des manifs devant les médias, je vous propose d'appeler vos militants à venir. Bon, heureusement qu'il y a des militants de l'UPR qui me connaissent bien et qui viennent de toute façon parce qu'ils ont compris que c'est favorable de toute façon autant à leur parti que de façon générale aux Français.
Mais monsieur Asselineau, c'est un politicien. Il va pas se mouiller. Il va pas appeler ses militants à venir faire le siège des médias. Donc, faut, comment dire, raison garder sur la question des partis politiques, que ce soit l'UPR ou d'autres, hein. Euh, Florian, Sylvain, il y a un exemple où l'armée a mené un régime anticapitaliste. Bah, je ne sais pas si on peut dire anticapitaliste parce que c'est compliqué de parler d'anticapitalisme. Le capitalisme, ça dépend comment tu le définis. Je veux dire, l'artisan ou le producteur est capitalisme par nécessité. Je veux dire, faut être clair, même dans les régimes les plus socialistes. Maintenant, je te dirais que tout simplement, la République bolivarienne du Venezuela, c'est quand même excessivement socialiste, c'est proche même du communisme. Et qui a fait la révolution? C'est un militaire. Je rappelle que Hugo Chavez était militaire. Donc oui, il y a des militaires qui ont aussi cette conscience sociale. Maintenant, c'est pas ça qu'on demande à nos militaires. On leur demande pas de prendre position sur le meilleur type de régime, le meilleur modèle social ou économique. On leur demande juste de nous aider à renverser Macron. La question du système social et économique, ça, c'est à nous en démerder quand on aura mis la démocratie en place. Alors, tac, 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 j'essaie de voir ce que vous pouvez avoir comme question, parce qu'il y a beaucoup de commentaires, mais je cherche plutôt les questions. Alors, Birgit Babé, je ne comprends pas. Fly, il est influençable, c'est dommage. Par contre, je suis content que les GJ constituants 91 te rejoignent. Oui, bah c'est moi aussi. Puis de toute façon, je le savais parce que c'est des potes. Encore une fois, ça fait des années qu'on milite, hein. Nous, ça fait presque 10 ans pour la plupart d'entre nous qu'on est déjà au turbin. Donc c'est des anciens, c'est des copains. Donc hop. J'essaie de voir s'il y a d'autres questions. Bon, j'en vois pas. Léon, oui, mais tu dis moi-même que les figures ont une grande diffusion, les figures médiatiques ont une grande diffusion. Quand une personne te demandait comment toucher les groupes GJ, donc chacun son importance. Et voilà, mais le problème, c'est que eux pourraient jouer de leur visibilité pour justement aider. Il n'y a pas que moi, hein, qui fait des choses un peu atypiques, on va dire. Il y en a d'autres qui font des trucs sympas. Mais ces gens-là ne sont pas mis en lumière par ceux qui ont la visibilité. Ces gens qui ont de la visibilité, en fait, ils donnent leur petit avis sur la politique, et puis voilà, et c'est un délire un peu narcissique, mais c'est pas, ils sont pas en train de nous amener à la révolution, faut être clair. Kevin dit que les militaires ne parlent jamais, mais ils en pensent pas moins, tout à fait. Kenza, ah oui, tiens, c'est bien, tu me lances sur la question de Fioril. Que penses-tu de la vidéo d'Eric Fioril? Donc ça, c'est sur la question d'un pseudo procès qui aurait lieu le 16 décembre à Milan pour juger les politiciens. Moi, je connais Eric Fioril parce que justement, ça fait longtemps que je suis dans le milieu. Ce type-là est un escroc. Donc, vous faites ce que vous voulez, vous lui faites confiance ou pas. Moi, je vous dis simplement que il a toujours les mêmes méthodes, il fait un peu de mystère, il essaye de faire un peu de teasing à chaque fois, il réclame toujours du pognon pour faire des choses qui, en fait, qui ne vont à rien. Et c'est un escroc, clairement, c'est un escroc. Donc, vous faites ce que vous voulez, moi j'ai absolument aucune confiance en lui, et puis ça m'énerve en plus qu'il salisse à chaque fois des trucs que moi je propose. Quand moi je vous dis aidez-moi à monter les tribunaux populaires, la seule chose qu'il faut payer, la réalité de ce qu'il faut payer, ce sont des avocats pour écrire les réquisitions et les plaidoiries d'Emmanuel Macron sur notamment l'affaire Alstom, pour justement organiser ces tribunaux populaires et faire son jugement, procéder à son... Enfin, créer un procès fictif devant les citoyens, devant les médias, et faire voter le jury qui sera tout simplement les gens qu'on invite à assister à ce procès-là, à partir de ce qu'ils auront pu entendre. Mais il faut que des vrais avocats soient au travail. Alors, il y a une avocate qui s'est dite intéressée. Pour l'instant, j'ai pas plus de nouvelles, mais j'attends. Il n'y en a aucun qui fera ça gratuitement. Et enfin voilà, je veux dire, les robes noires, malheureusement, les échos que j'ai sont pas très bons. Vous voulez qu'on fasse le procès de Macron? Pas de souci. Moi, je m'engage à payer les frais d'avocat si vous m'aidez. Je vous ai dit, il y a des outils. Soit
vous n'avez pas tout à fait confiance en moi en tant que gestionnaire d'une somme de pognon que vous verseriez et vous le mettez au compte des décrocheurs. On a un compte bancaire, c'est une association, donc évidemment ça signifie qu'on ne peut pas faire n'importe quoi. Et moi-même, je ne peux pas toucher au pognon des décrocheurs. C'est le président de l'association qui peut le faire. Donc dans ce cas-là, on paierait les avocats pour rédiger cette discussion juridique. Soit vous me faites confiance, parce que vous savez que de toute façon, même s'il y avait trop, ça irait dans des dépenses qui seraient sur l'opérationnel pour justement faire en sorte que quand on organise des manifs, on puisse payer des musiciens, de la scène, etc., pour qu'il y ait plus de monde qui vienne. Voilà, il y aura toujours moyen, ça serait jamais perdu. Je veux faire les municipales, j'ai toujours pas réellement d'aide pour pouvoir distribuer la paperasse et me faire connaître de la population dans ma ville, alors que c'est quand même le minimum. C'est quand on prétend constituer une liste, il faut quand même pouvoir distribuer le maximum de paperasse. Donc, on peut organiser des tribunaux populaires de façon sérieuse, transparente, pas en faisant des petits mystères en disant à cette date dans un pays étranger, il va se passer des choses avec des gens qu'on ne connaît pas, on ne sait même pas à quelle sauce ça va être mangé. Non, on fait ça proprement, en toute transparence, et on- c'est des choses qui sont possibles à faire. Si vous voulez vraiment mettre du pognon et claquer 200 balles, honnêtement, claquer 200 balles pour qu'on paye un avocat pour qu'il puisse nous rédiger ce qu'on a besoin d'avoir comme argument juridique. Le fait que ce soit des avocats qui rédigent les réquisitions et la plaidoirie en défense d'Emmanuel Macron, c'est une façon de nous neutraliser toute attaque d'abord en incompétence, parce que c'est pas nous qui l'auront fait, ce sont des avocats, des juristes, des vrais, et en idéologie. On n'est pas là pour faire un procès politique. Hein. Souvent, on m'a cité le procès de Macron qu'avait organisé Ruffin et toute la bande, Lordon, etc. Mais c'était une bouffonnerie. C'était juste une grosse blague pour faire son procès politique. C'était absolument pas un procès au sens du droit, avec des vraies affaires, avec du droit pénal qui était mentionné. Donc c'est ça qu'il faut faire. Et pour ça, il faut payer des avocats. Et ça coûte extrêmement cher. C'est plusieurs milliers d'euros, hein, clairement, le travail à produire pour des avocats. Donc moi je vous dis, je m'engage, je suis férocement chaud pour organiser tout ça. Mais simplement, je suis fauché, j'ai pas les moyens, j'ai pas de visibilité, j'ai pas les moyens, ça tient de vous. Donc Démosphère me communique pas sur ta manif samedi qui me semble la plus pertinente des trois. Oui, mais ça, c'est tout le temps comme ça. Tu auras toujours les manifs touristiques dans Paris organisés par Tissier et puis en fait, les gauchistes de service, quoi, qui vont être qui vont toujours être bien diffusés. Nous, quand on organise des trucs, ils ont beau être au courant, ils en ont rien à foutre, voilà, clairement. Faut être clair. Quand on veut assiéger des centres de pouvoir, ça les intéresse pas. Quand c'est pour faire du tourisme dans les centres-villes qui sert strictement à rien, ça par contre, il n'y a pas de souci, ils communiquent. Pour l'instant, on a besoin de chefs de guerre, 3-4 qui... J'arrive pas. 3-4 qui se concertent quand nous sommes en guerre. Il nous faut aussi une stratégie et des cibles à atteindre, simple, claire, précise. L'idée de liste... j'arrive pas à lire. Liste dont tu parlais... Ah, ça va des... Liste dont tu parlais dans un précédent livre et dont Wilson a dit que c'était une bonne idée à construire. Quand une convergence des têtes pensantes des Gilets jaunes, très bien pour l'idée des vrais tribunaux populaires. Je dirais qu'avant même de penser d'ailleurs en fait à une représentation qui émanerait des Gilets jaunes, hein, avant de penser par exemple à des gens comme Wilson, moi, ou d'autres comme ça qui ont un tout petit peu de visibilité, ou enfin plus ou moins, il faut penser d'abord aux intellectuels qu'on aime bien. Si je vous parle de Franck Lepage, par exemple, c'est un type que je suis à peu près sûr que la plupart d'entre vous le connaissez et vous l'aimez bien. Si je vous parle de Claude et Lydia Bourguignon, c'est des gens qui ne sont pas, enfin, voilà, qui sont pas proclamés gilets jaunes, mais qu'on aime bien, dont on a confiance en ces gens-là. Si je vous parle de Jacques Sapir, si je vous parle de peut-être Alexandre Langlois pour les questions de police, justement, c'est pas des gens qui sont revendiqués, qui sont proclamés gilets jaunes. Euh, Pareil, Philippe Pasco, à la base, il est avec nous dans la lutte, mais avant d'être gilet jaune, au départ, c'est quelqu'un qui a fourni un putain de travail et qui a des compétences. C'est eux dont on a besoin. C'est d'abord de réfléchir à quelles sont les personnalités et par ministère, en fonction des compétences qui nous intéressent de manier, euh, de leur vision politique aussi, qui pourrait faire ce qu'on appelle un shadow cabinet, un gouvernement fantôme. En fait, il faut qu'on ait un gouvernement prêt à l'emploi, à imposer à Gérard Larcher, parce que si on renverse Emmanuel Macron,
qu'on renverse le gouvernement dans la foulée. Gérard Larcher, en vertu de la Constitution, reprend le pouvoir. Il est président de la République par intérim pour 2-3 mois maxi, c'est terminé ensuite. Et nous, pendant 2-3 mois, comme on a le rapport de force qui est pour nous, encore une fois, on vient de réussir une révolution, et ben la seule façon de garder la main, c'est d'avoir notre gouvernement prêt à l'emploi, avec les meilleurs, et qu'ils soient gilets jaunes ou pas, on s'en fout. Ce qui nous intéresse, c'est d'avoir les meilleurs. Vous voulez par exemple lancer une constituante? Bah, il nous faut par exemple au ministère de l'Intérieur un secrétariat d'État à la constituante, parce que les scrutins, c'est le ministère de l'Intérieur qui l'organise. Donc de fait, si on voulait avoir un secrétaire d'État à la constituante, il dépendrait de ce ministère. Bah, on penserait très certainement à Étienne Chouard, ou peut-être à d'autres personnalités qui méritent aussi, euh, et Emmanuel Valette, par exemple, qui lui a une constitution provisoire entre les patounes. Bon, voilà, il faut des gens qui soient tout simplement intéressés sur ces questions-là et qui peuvent animer ce genre de trucs. Mais il faut qu'ils aient une part de pouvoir. Et nous, il faut qu'on les porte, il faut qu'on les plébiscite. C'est-à-dire, le plébiscite, c'est pas être candidat à quelque chose et puis prétendre à être élu. Ce sont les petites gens comme nous qui disons, bah voilà, je reconnais à toi tes compétences, ton autorité, ta légitimité sur tel point. C'est ça la meilleure façon de légitimer quelqu'un, hein. C'est quand même quand lui ne demande rien, mais que les gens lui disent, mais si, il faut que tu sois à cette position-là, parce que nous, on reconnaît ta valeur là-dessus. Donc c'est la meilleure façon d'avoir une représentation, parce qu'on aura toujours besoin d'une représentation. Ça, c'est une nécessité euh, impérieuse pour tout État qui se respecte. On ne peut pas parler à plusieurs millions de citoyens, un pays étranger, par exemple. Je veux dire, s'il faut parler avec les ambassades étrangères, on va pas régler à chaque fois des questions diplomatiques par référendum. C'est pas possible. Il nous faut un ministre des Affaires étrangères. Bon, bah, réfléchissez à qui pourrait nous représenter le plus légitimement que possible aux affaires étrangères. C'est ça qu'il faut réussir à faire. Alors ça demande un effort politique, ça demande aussi d'accepter l'idée qu'on soit représenté, mais si on veut avoir le contrôle de cette représentation et si on veut qu'elle soit fortement légitime, eh bien il faut que ce soit nous qui proposions des représentants. Alors, Kenza demande ça se passera où exactement? Donc je répète l'information, finalement je suis obligé de la répéter assez souvent. Le début du cortège commencera devant France Télévisions, Esplanade Henri de France, à 13h30 samedi. Donc voilà, le rendez-vous est fixé, Esplanade Henri de France, devant France Télévisions, samedi. Vous pouvez tous venir, il y a trois types de transports qui permettent d'y arriver. Bon, je vais pas insister plus, de toute façon, quand je vois que les gens commencent à lâcher, c'est que je commence à être gonflant, et puis moi-même je m'auto-gonfle, donc et on va arrêter là, et puis je pense à avoir un petit peu brossé le tableau sur pas mal d'autres sujets en dehors de la prise des médias. Je vous remercie pour votre attention, je vous souhaite une bonne soirée, j'espère qu'on sera nombreux, que vous allez venir déjà pour tous ceux qui pourront se démerder pour venir, partager au maximum, parce qu'encore une fois, j'ai pas assez de visibilité pour qu'on puisse faire le nombre. Ça dépend surtout de vos partages, parce que c'est comme ça qu'on lutte contre les algorithmes de Facebook. Donc voilà, ça tient de vous, ça tient pas de moi, ça tient réellement de vous. Je vous fais la bise à tous, mes amitiés résistance, gardez la patate, on va y arriver. Ciao.